Salut, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de no-code, d'IA et de plus en plus de vibe coding, et ça va être le sujet de la vidéo du jour puisque l'on va tester ensemble et je vais vous montrer comment on installe, comment on utilise Codex CLI, qui est l'agent de développement de vibe coding, on pourrait dire, d'OpenAI. C'est une réponse d'OpenAI à Claude Code qui est sorti il y a 2 mois à peu près, puisque c'est sorti juste avant que je parte faire mon voyage au Japon. J'ai presque raté mon avion pour pouvoir le tester. Je vous invite à regarder la vidéo que je mets là, vous aurez la petite fiche, vous pouvez aller voir. Mais donc là, on va tester la réponse d'OpenAI à ça. Codex CLI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est un outil en ligne de commande, c'est un agent, vraiment c'est un logiciel surtout à la base, qui va s'exécuter dans un dossier sur votre ordinateur et avec lequel vous allez pouvoir faire du vibe coding, c'est-à-dire créer des applications, des sites web, ou alors travailler sur des projets existants. On va tester tout ça, mais tout d'abord, il va falloir l'installer. Allez, on y va, on se fait une démo complète et on va voir un peu ce que ça donne. Moi, vous le savez, quand c'est dans le terminal, j'adore, donc on va se régaler. Allez, c'est parti. Alors, avant d'aller dans le terminal faire l'installation, eh bien, on va regarder ici ce qui se passe. Donc là, vous voyez, vous êtes sur la page GitHub de Codex dans le repo OpenAI, enfin dans l'organisation OpenAI, et donc vous voyez ici une petite capture d'écran, et là vous voyez surtout toute la documentation. Donc on va se comporter en bon développeur, et on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors, là, pour le Quick Start, c'est vraiment toujours la meilleure partie. On voit la ligne de commande à taper, on voit comment on va gérer notre clé d'API, et on voit comment on lance le projet. Et vous voyez que donc tout ça, ça va se passer en ligne de commande, vous inquiétez pas, hein, on va le faire vraiment. Mais donc là, déjà, on voit qu'on peut juste le lancer, et puis on va se retrouver dans le logiciel, puis on lui demandera ce qu'on veut, mais on peut aussi directement lui mettre un prompt, et lui demander par exemple d'expliquer ce qu'il y a dans le dossier. Nous, on va commencer par tester dans un dossier vide, donc on va créer quelque chose, et là, vous voyez que vous avez des paramètres d'approbation, etc. On va tester un petit peu tout ça, mais d'abord, on installe. Donc maintenant, vous voyez ici mon terminal. Alors je l'ai mis en mode blanc parce que quand j'avais fait le test de Claude Code, c'était un peu sombre et effectivement la qualité n'était pas extraordinaire. Là, normalement, j'espère que ça sera mieux, on verra. De toute façon, c'est trop tard, maintenant on enregistre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la première chose, c'est de taper cette commande, tout simplement, ici. Donc je fais un copier-coller, vous ne voyez pas, mais on va mettre ça ici. Alors, comme on fait une install -g, on va faire en sudo, comme ça sera disponible sur tout le système. Ça, c'est des informations. Donc, je précise aussi que je suis sous Linux, sur Ubuntu. Si vous devez à le faire sur votre ordinateur, ça sera peut-être un petit peu différent. Regardez comment ça se passe sur Mac ou sur Windows, mais ça doit être à peu près la même ligne de commande. Auparavant, vous devez installer Node et NPM. Ça, je vous invite, il y a plein de documentation pour le faire. Allez, hop, je mets mon mot de passe. Une chance sur deux, je l'ai mal écrit parce que je suis un petit peu stressé par la vidéo. Voilà, je l'ai mal écrit. Allez, je me concentre. Voilà. Donc là, c'est bon. On voit le petit serpentin de Node. On est en train d'installer le programme. Voilà, c'est installé. Alors, j'ai pas la toute dernière version de Node. Ça ne change rien. Ne vous inquiétez pas. Et donc là, j'ai installé Codex qui est disponible. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon dossier dev, qui est le dossier où j'ai mes différents projets de développement. J'en ai de plus en plus puisque je me suis remis à développer en mode vibe coding. Et donc on va créer un répertoire qu'on va appeler test codex. Et on va faire un petit jeu de Snake. Donc on va l'appeler comme ça. On part dans le dossier. Et donc là, je suis dans mon dossier. Donc maintenant, je vais lancer Codex. Je vais rien mettre de plus. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on met rien de plus, eh bien, il va vous le lancer avec le modèle. Le modèle qu'il va utiliser par défaut, c'est le modèle O4 mini qui vient tout juste de sortir. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, avant évidemment de le lancer, il faut que je crée une clé d'API. Donc je vais dans OpenAI, ça vous n'avez pas besoin de voir, je crée une clé d'API, hop, cette clé, vous allez la voir, mais vraiment, ne vous prenez pas la tête à la recopier, je vais l'invalider dès que j'aurai terminé le tournage. Alors, pour lui donner la clé à Codex, pour qu'il soit au courant, parce qu'il va utiliser évidemment ma clé d'API pour à chaque fois qu'il va faire des appels, il va utiliser ma clé d'API pour que je sois facturé, c'est normal. Comment on fait? Eh bien, on crée un dossier environnement, et ici, eh bien, tout simplement, et donc ça c'est écrit dans la doc, hein, ici, hop, on va prendre ça, égal, et puis on met la clé. Donc vraiment, je vous incite à vraiment ne pas je préfère l'invalider tout de suite que le flouter ou quoi. On fait ça. Allez, c'est parti. Maintenant, on peut lancer Codex. On le lance sans aucun paramètre et on verra plus tard les paramètres. Alors,
D'ailleurs, il nous dit ça peut être dangereux de run en dehors d'un repo GitHub, etc. Là, on est dans un dossier vide, donc il n'y a pas de repo, donc voilà. On met yes, et vous voyez, donc là, on est dans un mode interactif. Alors, j'aurais pu faire un clear. Attendez, ce qu'on va faire, c'est pour que ce soit un peu plus joli. Je fais clear, et on va le lancer comme ça, sans que vous ayez le haut. Donc voilà, hop, on met yes. Et donc là, maintenant, ça ressemble vraiment énormément à Claude Code. Donc là, vous voyez, il nous dit, on est dans la session, le répertoire, c'est ça, le modèle, c'est ça, et le mode d'approbation, c'est suggest. Ça veut dire qu'il ne va pas faire de modifications à notre place, il va nous demander si on veut faire des modifications. Allez, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire, on va lui parler en français, hein, je veux une application web simple qui soit un jeu Snake. Je veux que l'interface soit dans un style rétro et j'aimerais un écran de chargement stylé. Voilà. Et donc là, quand on fait ça, on fait entrer, c'est parti. Et donc là, il va faire des appels à OpenAI, au modèle O4. On refera le même exemple éventuellement avec le modèle 4.1. Mais voilà. Donc là, il va pas, pour l'instant, il est en train de réfléchir. Il va pas me créer les fichiers parce qu'il n'est pas dans un mode d'approbation, full approbation. Vous verrez la différence dans le test suivant. Alors là, il me dit que voilà, il veut faire ces choses-là. Alors, et donc là, il veut commencer à écrire des fichiers. Il me demande, est-ce que j'accepte? Je peux lui dire oui. Je peux lui dire, explique-moi cette commande. Je peux lui donner un feedback. Je peux lui dire non. Je peux lui dire non, on s'arrête. Je vais lui dire yes. Et voilà. Et donc là, ce qui va être un peu pénible, c'est qu'il va me demander à chaque fois. On va aller jusqu'au bout de cet exemple. Donc à chaque fois, on lui met yes. Hein, on est un peu en mode vibe coding, donc on dit oui à tout. On lit quand même ce qu'il nous demande. Mais donc là, de toute façon, il est en train de créer du code. Donc, pas compliqué. Hop, on remet yes. Voilà, donc il est en train de faire des choses, de faire des fichiers. Pendant ce temps, je vais ouvrir une fenêtre de navigateur, enfin dans mon répertoire, que je vais vous montrer ensuite. Hop, qu'est-ce qu'il veut? Encore yes, il continue à créer des fichiers. Et donc là, moi je vois que créer des fichiers. Il m'a créé le fichier index.html, il m'a créé le fichier CSS. Donc ça continue. Donc vous voyez, donc là, il fait des commandes, il applique les fichiers. Voilà. Et donc, on continue. Et pendant ce temps, moi, il y a un truc que j'ai envie de vous dire qui me paraît intéressant, c'est que là, vous voyez, il vous dit ce qu'il fait, vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Néanmoins, on n'est pas dans un contexte comme Windsurf ou Cursor. On n'est pas dans un éditeur de code. C'est-à-dire que là, les fichiers, je ne peux pas les modifier. C'est vraiment, je lui fais confiance à lui intégralement. Et je trouve ça très intéressant parce que pour moi, quelque part, c'est un peu l'essence du vibe coding. C'est-à-dire que quand vous êtes dans Cursor ou dans Windsurf, vous avez l'impression que vous avez besoin de savoir écrire ou lire du code, puisque vous êtes dans une IDE, donc vous êtes invité à... Et des fois, ça peut être pratique, évidemment, pour modifier un texte, des choses comme ça, parce que ça, on n'a pas forcément besoin de demander à une IA de faire ce genre de choses. Mais voilà. Alors, ça, c'est ma petite parenthèse. On y reviendra peut-être après ou peut-être en conclusion. On va maintenant, je vais arrêter le partage, et on va aller regarder ce qu'il nous a fait. Voilà, donc là, vous allez voir tout mon écran, parce qu'on va devoir basculer entre différentes choses. Donc, vous voyez, là, il nous dit que donc il a créé index.html, style CSS, script.js. Donc, voilà, il a fait ce que... Là, si je viens dans mon explorateur de fichiers, eh bien, je vois qu'il y a effectivement tout ça. Alors, maintenant, il y a différentes manières de faire. Soit je pourrais lancer un petit serveur web de test, mais il se trouve que tout ça, c'est du statique, donc je peux tout simplement prendre ça et je le glisse ici dans Chrome, et c'est parti. Et vous voyez qu'on a notre Snake qui est, à vrai dire, assez sympa, dans un style un peu rétro. Hop, ça marche bien, là vous le voyez, il y a le score. Voilà, alors là maintenant, ce qui va être difficile, c'est de m'arrêter de jouer tant que j'ai pas perdu, mais vous voyez que ça a bien marché, donc il nous a fait quelque chose d'intéressant. Maintenant, alors, est-ce que il m'a pas, par exemple, il m'a pas mis de manière de s'arrêter. Donc là, je pourrais revenir dans mon navigateur, et ici, je peux y dire, je veux que tu fasses une interface plus travaillée et que l'on puisse arrêter le jeu en cliquant en appuyant sur échappe. Bon, je vais écrire un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va voir. Donc voilà, vous voyez, il nous a fait tous les fichiers, il nous dit il nous dit ce qu'il a fait, et c'est très bien. Vous voyez, donc ça marche bien, c'est relativement rapide. Là, on est quand même sur un projet très simple, et surtout encore, on a été interrompu puisqu'à chaque fois, il a fallu lui demander. Voilà, donc on va voir si, après, on va refaire la même chose, mais un petit peu différemment.
Voyons, donc bon, alors là peut-être je sais pas si ça va mettre du temps, mais voilà. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est qu'on est vraiment dans un mode, ça c'est du vibe coding. Je le redis encore une fois parce que j'en ai parlé un peu dans les podcasts, etc. Il faut pas confondre vibe coding et ingénierie logicielle, développement assisté par IA. Un développeur qui travaille dans Cursor, qui connaît le code, qui le lit, qui demande des choses très précises à Cursor, c'est pas du vibe coding, c'est juste du développement en 2025. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas. Je comprends que là l'interface que vous voyez, elle est un petit peu rustique. Moi j'adore parce que je trouve ça hyper beau le terminal. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est que vous n'êtes pas perturbé par rien d'autre en fait. Juste vous lui demandez des choses. Alors il faut juste lui valider, mais vous allez voir, on va refaire un test en full approval. Et puis peut-être qu'il faudra que je meuble un peu, ou alors je ferai une pause et voilà. Mais j'ai envie quand même qu'on voit. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il fait des modifications. Il vous montre les modifications. Vous voyez en rouge ce qu'il a enlevé, en vert ce qu'il a rajouté. Ça, c'est un diff classique, comme ont l'habitude de faire les développeurs. Voilà, donc il fait des modifications. Je pense qu'on va finir par arriver. C'est quand même pas des grosses modifications que je lui ai demandé. Bon, je lui ai demandé des choses pas très claires. Là, vous voyez qu'on est en mode thinking parce que on utilise un modèle de la famille O qui ont ce mode de raisonnement. Avec le modèle 4.1, ça sera peut-être un petit peu différent. Hop, ok, bon, ce serait bien que ça aille un peu plus vite. Je peux aller pendant ce temps regarder, est-ce qu'il m'a créé des nouveaux fichiers? Non, il travaille toujours sur les 3 mêmes fichiers, mais il fait des itérations. Il a l'air de pas arriver à les modifier d'un coup. Donc il les modifie, il revient dessus. Voilà, on va voir. Sinon, je vais peut-être mettre pause, je vais arrêter de parler, et puis comme ça, il y aura un petit montage. Ah bah non, c'est bon, il a terminé. J'ai remanié, l'interface est plus aboutie. Hein. Là, ici, on a juste à faire un F5. Hop, on a notre petit fichier de chargement. Là, il nous a mis une interface. Jeu arrêté. Si, on voit. Ah, il y a un petit bug. Là, vous voyez qu'il y a un petit bug graphique. Il y a marqué jeu arrêté, mais je pouvais jouer en même temps. Bon, voilà, c'était un petit test. Comme ça, vous avez vu. On va maintenant changer et passer en mode full approval. Voilà, donc j'ai stoppé ici le programme. Et voilà, donc c'est hop, je fais clear, comme ça on se retrouve dans une fenêtre propre. Et donc, si je reviens dans la documentation, eh bien je vois qu'il y a un paramètre ici qui s'appelle codex full approval auto. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer là les fichiers qu'on a déjà créés, comme ça on va repartir de zéro. Et donc là, full approval, et je vais faire un deuxième truc, je vais lui mettre un deuxième paramètre, je vais lui mettre modèle, et je vais lui mettre le modèle GPT 4.1. Attendez, je vais aller bien le copier-coller pour bien le taper. Hop, c'était où? Modèle. Hop, voilà, on va mettre ça. Puisque donc GPT 4.1, que j'ai testé rapidement dans une vidéo précédente que vous pouvez aller voir avec Windsurf, là on va le tester avec donc Codex CLI, donc la version d'OpenAI. Donc là vous voyez, je lui spécifie ça, et là je pourrais lui mettre tout de suite un prompt. On va le faire, on va faire ça d'ailleurs, comme ça vous voyez une autre manière de faire, manière moins interactive. Donc là on est en full approval, modèle GPT 4.1. Le modèle GPT 4.1, il faut préciser un truc qui est très intéressant, et on pourra le tester après, c'est qu'il a une grande fenêtre de contexte, donc il va être très intéressant pour travailler sur du code déjà existant. Hop, on a mis, et donc là on va dire, je veux faire un snake avec une interface rétro qui ressemble, allez on va lui dire, qui ressemble à la Game Boy, et un écran de chargement stylé. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est le mode, quand on appelle un programme dans une ligne de commande, on peut lui mettre des paramètres. Là, on a mis 3 paramètres. Là, le full auto, le modèle, et puis le prompt. On y va, on tape, on fait entrer. Alors là, il nous dit quand même toujours, ils sont très précis. D'ailleurs, ils ont a priori implémenté plein de sécurité. Il y a un mode de sandbox, donc normalement, les fichiers, le codex ne peut pas arriver à ce qu'il y a autour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, alors j'ai peut-être pas fait un super prompt parce que je lui ai pas dit que je voulais du HTML. Là, il veut me faire du Python, il veut installer des choses, etc. Donc, attends, on va faire CTRL-C, on va recommencer. Je veux une application HTML, CSS, JS, une application web, on va lui préciser, simple. Voilà, comme ça, il va pas installer de dépendance, il va pas nous prendre la tête. Donc on y va. Hop, on fait entrer. Alors attendez, je vais faire un clear d'abord, ça va toujours être plus propre. Voilà. Allez, on est reparti. Voilà. Et donc là, il a compris, il réfléchit, et on va voir ce qu'il va nous dire. On voit au passage, c'est le modèle 4.1, full auto. Donc là, il va plus nous demander d'approbation a priori. Il va tout de suite créer les fichiers, etc.
Voilà, donc vous voyez le temps qui s'écoule. On peut aussi voir les différentes commandes, ça on pourra tester après le help. Et le clear, on peut le faire aussi à l'intérieur. Donc voilà, hop, eh bien, il nous a... Non, il n'a pas fait les choses. Alors il y a des bugs, hein. Là, vous voyez qu'il y a... Il nous a donné le index HTML, il nous a donné les choses, mais ouvre le index.html, sauf que moi, je peux vous dire que là, j'ai dans une autre fenêtre, et il l'a pas fait. Donc, vous voyez, ça bug encore un peu, hein. Donc là, vous voyez, vous ne le voyez pas, mais le dossier est vide. Alors, je vais lui dire, je veux que tu crées les fichiers. Voyons voir ce que ça donne. Là, on est en live. Alors, vous voyez, là, d'ailleurs, quand il fait un cat, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur du fichier index.html. Le index.html est vide puisqu'il vient de le créer. Donc là, c'est marrant. Donc, vous voyez quand même, encore une fois, que les agents IA ne sont pas non plus complètement prêts de remplacer les développeurs demain parce que tout ça bug encore un peu. Alors là, c'est pas forcément le LLM, là, c'est plutôt le logiciel Codex qui est l'agent qui n'a pas fait les exécutions. Mais on ne sait pas exactement. Vous voyez, il faut bien différencier aussi, ça c'est important, de comprendre qu'il y a le logiciel qui est là sur mon ordinateur, Codex, et puis il y a le LLM qui est appelé à travers l'API. Et donc là, Codex, lui, il appelle l'API, il demande au LLM quoi faire. Codex, c'est juste la main. Il demande au LLM quoi faire et puis il le fait localement. Mais le LLM, il est sur les serveurs distants de OpenAI. Et voilà. Donc là, il commence à le faire. Et là, je peux vous confirmer par contre qu'il a bien fait. Alors par contre, rate limit. Alors ça, c'est intéressant. Encore une fois, voilà une erreur. Donc il a dépassé les appels auxquels j'ai le droit, moi, dans mon... C'est pas une question d'argent, hein, parce qu'il y a du crédit sur mon compte, mais il a appelé trop de fois l'API d'OpenAI, et donc il a dépassé les usages. Alors, c'est dommage. Je vais voir si... a priori, il n'avait pas fini les fichiers. Attendez, je vais regarder. Ouais, tous les fichiers sont vides qu'il m'a créé, donc voilà. Bon, vous voyez un peu les limites de tout ça. C'est dommage. Là, je vais être un peu bloqué puisque, vous voyez, en plus, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait planter carrément Codex. Donc, je me suis retrouvé dans une commande. Là, j'ai l'erreur. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi faire. C'est peut-être à cause du modèle 4.1. Peut-être que c'est rien. Alors, on va retenter le full approbal. On va faire un clear. On va récupérer cette commande, mais on va enlever le modèle 4.1. Et puis on va repartir. Je peux l'enlever si je mets rien par défaut. Voilà. Ou sinon on peut mettre O3 avec O3. Normalement, je crois que j'y ai accès. Attendez, je vais vérifier dans la doc. On va voir. On va tester. Voilà. Comme ça, on aura testé les 3 modèles. On verra ce qui marche le mieux. Hop, ok. Et on est reparti. Ah, le notre O3. J'y ai pas le droit a priori. Ça, c'est parce que après ça, c'est des... Est-ce que je peux faire un verify? On va aller voir. Est-ce que il faut que mon organisation soit vérifiée? Je pensais que c'était le cas. Alors attendez, on va aller regarder ensemble ce que c'est. Peut-être ça vous servira de voir. Donc là, j'ai cliqué sur le lien qui était dans mon terminal et ici, j'en suis sur la fenêtre de mon organisation. Et donc là, verify. Qu'est-ce qui se passe si je fais verify? Voyons voir. Est-ce qu'il va me demander de payer? Est-ce qu'il va me demander quoi? Hop, hop. Ah, il va falloir que je fasse un identity check. Alors, je vais le faire et je vais revenir après, mais ça, je vais pas pouvoir le faire avec vous en live, ça serait un petit peu dangereux. Bon, alors, la vérification d'identité n'a pas marché, je sais pas si c'est à cause de mon setup ou quoi, c'est pas grave, on va repartir sur O4 mini. Allez, hop, on arrête ça, tant pis, vous verrez pas la différence entre tous les modèles, je referai des vidéos peut-être pour tester ça, mais donc là, on va partir sur O4 mini, qui est le modèle par défaut, et on va voir quand même, j'aimerais bien avoir un test du full approval, c'est-à-dire de le voir vraiment créer tout le projet sans intervention de ma part pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on n'a pas réussi avec le 4.1, voilà. Mais vous voyez, c'est pour ça aussi que je fais ces tests et que je fais très peu de montage, c'est pour que vous voyez la réalité des choses. Mais dans le principe, je dois dire que je trouve ça assez intéressant, ce mode de fonctionnement, même si, bon, évidemment, comme je le disais avec Claude Code, l'usage d'environnement de développement est quand même un peu plus intéressant. Alors, il me dit qu'il l'a fait. Est-ce qu'il l'a vraiment fait cette fois? Je trouve que c'est allé vite. Non, il a toujours pas créé les fichiers. Télécharger ces 3 fichiers dans un même dossier et ouvrez, mais que je télécharge comment? Ok, donc je vais lui dire à nouveau, crée-moi les fichiers. Bon,
Ça me paraît un peu compromis, mais bon, c'est pas grave, comme ça, bah voilà, vous aurez eu votre test. Ça ne fonctionne malheureusement pas aussi bien. Bon, on a eu quand même un test qui marchait bien avec le système d'approbation, mais on voit aussi un petit peu les limites. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Je suis un peu triste parce que j'avais bien envie de voir l'écran de Game Boy. Voilà, on verra. Et puis après, on va tester une dernière chose qui va être la fonctionnalité d'explication d'un projet existant. Je pense que ça sera intéressant et on terminera avec ça. Voilà, parce que il n'y a pas tant que ça plus à dire que voilà, là vous avez vu vraiment, vous aurez vu de A à Z l'installation, l'exécution, les différents paramètres, comment ça fonctionne, et ensuite à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Je peux comprendre, il y a encore une fois petite chose à préciser pendant qu'il est en train de travailler, et qui prend vraiment longtemps et qui fait un peu n'importe quoi, parce que là il cherche Git alors qu'il n'y a pas de repository Git, alors il va créer peut-être les choses, mais donc là vous voyez, donc on travaille en local, à la différence d'un Bolt ou d'un Lovable où tout se passe en mode SaaS, un petit peu comme dans les outils no-code, vous n'avez rien à gérer, ni l'hébergement, etc. Là, vous travaillez localement, les fichiers sont créés localement, ça veut dire que vous devez gérer vos environnements d'exécution localement. Là, je vous ai montré des exemples de HTML, CSS, JavaScript simple, donc ça, vous pouvez tout de suite les mettre dans votre navigateur, ou alors lancer un petit serveur de dev. Si vous faites du Python, il faut installer Python. Mais il va vous aider aussi à ça, évidemment, ça c'est l'intérêt des agents. Et comme il est en local, il va non seulement vous aider, vous dire quoi faire, mais il peut exécuter les commandes et le faire pour vous. Voilà, ça c'est un petit peu l'intérêt aussi d'interfaces comme Cursor et Windsurf. Bon, là il nous fait n'importe quoi, donc vous voyez, peut-être que la conclusion quand même de cette vidéo, c'est qu'il n'est pas vraiment prêt. Je crois qu'on va arrêter. On a eu notre exemple d'exécution, là ça m'énerve. On va aller tester la dernière fonctionnalité, celle d'explication, voilà, de prompt dans un dossier déjà existant. Allez, on arrête. Alors, je suis revenu à la racine de mon dossier dev, et dans ce dossier, eh bien, j'ai un autre projet ici, test GPT-4.1 email cyberpunk. Ça, c'était le test que j'ai fait dans ma vidéo précédente sur GPT-4.1. Donc, on va aller dans ce dossier, et on va demander à Codex de nous expliquer le projet, en imaginant que c'est un projet qu'on ne connaît pas, par exemple un repository Git que l'on aurait cloné. Alors la première chose à faire, c'est qu'il faut que je copie ma clé d'API. Donc là, tout ce que je vais faire tout simplement, je vous montre un petit peu de terminal, de ligne de commande. Voilà, ici Codex, le point env, tout simplement, je le copie ici. Voilà, comme ça, j'ai ma clé d'API, elle est là. Si j'avais fait un export en variable d'environnement, bon, ça j'aurais pu le faire direct, mais bon, voilà, ça, je vais pas rentrer dans ces détails techniques, même si ça serait intéressant pour les no-codeurs et les no-codeuses de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le système. Mais bon, le problème, c'est que c'est propre à Linux. Si vous n'êtes pas sur Linux, ça va moins vous servir. Quoique, sur Mac, ça sera quand même relativement similaire. Allez, trêve de geekerie, il est temps de lancer Codex. Et donc là, on va lui dire, explique-moi le fonctionnement du projet de ce répertoire, et fais-moi on va faire juste ça, et puis après on va itérer, on va juste lui demander d'expliquer, après on va peut-être lui demander de faire un petit audit de sécurité par exemple. Hop, on lance ça, donc là il nous met yes, à chaque fois de toute façon il nous met yes. Donc là il est sur O4 mini. Alors je pourrais lui demander de faire évidemment des modifications aussi, ça, là je lui demande d'expliquer, mais je pourrais lui demander de faire des modifications. Ça, vous vous en doutez. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de lire le dossier, le fichier en tant que tel. Vous voyez, il lance des commandes localement. Sed, c'est pour lire notamment des fichiers, enfin lire du contenu. Il lit le style CSS. Et alors, vous voyez un truc qui est intéressant, que je vous dis au passage. Ici, il le lit 200 lignes par 200 lignes. Ça, c'est aussi probablement lié aux notions de contexte, etc. Donc, il y va très progressivement. Mais donc là, tout mis bout à bout, il dit voilà, c'est une petite application web, rétro cyberpunk, un quiz sur l'histoire d'Internet présenté sous forme de client mail. Il a compris tout ça juste en regardant. Il explique les styles, la structure du dépôt. Donc, dépôt, c'est le dossier. Bon, voilà. Le main, il explique vraiment comment ça a été codé, le style, le thème, etc. Un petit peu comment l'exécuter. Ça peut être intéressant. Pas de serveur requis puisque c'est full. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant. Si vous récupérez quelque chose que vous ne savez pas faire fonctionner, eh bien voilà. Et donc à la fin, un petit résumé. Et donc il a même détecté qu'il y a un petit jingle 8 bits, etc. Là, je pourrais lui demander de faire des modifications. Je pourrais aussi lui demander, j'ai envie de voir en tout cas ce qu'il va nous dire, peux-tu me faire
un audit de sécurité et m'expliquer s'il y a des risques. A priori, il ne devrait vraiment pas y avoir beaucoup de risques, c'est que du code statique front-end, mais on ne sait jamais. Et vous voyez, donc ça, si vous vouliez le faire directement dans ChatGPT ou dans Claude, il faudrait faire beaucoup de copier-coller. Ce serait pas forcément, voilà. Et donc ça serait pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, il vous fait cet audit. Donc là, c'est un site statique, aucune saisie libre, surface d'attaque très réduite. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, ça correspond à ce que je vous avais dit. Il peut y avoir des risques. Bon, ça, c'est s'il y a de la modification. Il y a un import de ressources externes. Si ces ressources externes venaient à être compromises, bon, voilà, autoplay, c'est pas un problème de sécurité, mais il y a l'autoplay. Donc voilà. Et donc, éventuellement, je pourrais lui demander voilà. Par exemple, vous voyez, il dit mettre en place, il y a des recommandations, et je peux lui dire, vas-y, mets en place un CSP. Voyons ce qu'il va faire. Donc là, il est en mode approbation, suggestion, donc il va probablement nous demander d'accepter de rajouter une ligne de commande dans le code. Voilà, donc là, on a ça, on met yes, et voilà, il a fait les modifications, donc c'est très bien. Dernière chose, si je fais ici clear, commande / donc clear, il va effacer le contexte, il va revenir. Il n'a pas effacé la commande, mais il a effacé le contexte. Si je fais help, voyons ce qu'il va nous dire. Donc ça, c'est les commandes qui sont disponibles. On peut changer de modèle de LLM en cours de session. On peut changer le mode d'approbation. On peut voir ici l'historique. Et on peut, voilà, donc il nous dit compact. Je sais pas ce que ça fait. Tiens, on va voir. Si je fais entrer, ah non, il m'a perdu mon... Ah oui, non, il faut faire ESC, ok. Si je fais en mode compact, j'ai écrit compact ou j'ai fait / compact? Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Bon, allez, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Vous avez compris le principe. Donc voilà, en résumé, une réponse d'OpenAI à Claude Code, probablement, principalement, quelque chose, un petit programme qui permet à tout le monde de tester et d'évaluer les nouveaux modèles, notamment le modèle GPT-4.1 par exemple n'est disponible que par API, donc ça c'est un moyen facile de l'utiliser sans rien avoir à faire, juste une clé d'API à créer et vous allez pouvoir faire du code, générer des projets grâce à ces nouveaux modèles. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme Claude Code, il y a un peu un truc de démo, mais les fonctionnalités un petit peu d'explication de code et tout, je les trouve assez intéressantes, et c'est plus facile de le faire comme ça en ligne de commande que de lancer Windsurf, de poser des questions. Ça va être, je trouve, un peu moins adapté, ça c'est beaucoup plus efficient quelque part pour faire ça. Il y a une rumeur qui est intéressante en ce moment, qui dit que OpenAI a essayé de racheter Cursor, et ça n'a pas marché, a priori, Cursor fonctionne tellement bien qu'ils doivent demander un prix très important ou juste ne pas être à vendre. Et donc là, ils seraient en train d'essayer de racheter Windsurf pour 3 milliards de dollars, apparemment. Et donc, c'est intéressant parce que ça montre bien que OpenAI veut être au niveau dans le game de la génération de code. C'est un des usages principaux quand même des IA génératives. C'est un usage que je trouve très intéressant, et notamment en mode vibe coding. Et donc, voilà, on voit bien que les nouveaux modèles sont bons là-dessus, et qu'ils veulent proposer des outils qui permettent d'exploiter ces modèles et de faire du code. La suite au prochain épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous, faites des commentaires, dites-moi, et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!